Mon invité du jour est un entrepreneur. Il est le fondateur de l'entreprise FunksWeb qui fait dans le développement de services internet et d'applications web et mobile. Il est aussi le fondateur de la plateforme emart.cd qui permet d'acheter de la nourriture et des produits de consommation via internet et de se faire livrer à domicile via le service Tinda. Et c'est aussi l'une de mes plus belles rencontres de l'année 2018. Alors, on est prêt? Et action! Il faut se dire que d'abord en RDC, il n'y a pas de monopole. Il n'y a pas de monopole du tout. Dans aucun secteur. Il n'y a pas un vendeur numéro 1 de chaussettes en RDC. Il n'y a pas un vendeur numéro 1 des cinglés en RDC, des t-shirts, des chaussures. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de monopole. Ce qui est bien pour nous, parce que c'est lui qui s'y connaît dans le domaine, qui a suffisamment d'argent, de contacts, des relations et des stratégies, peut facilement, du jour au lendemain, créer sa structure et arracher un monopole dans un domaine bien défini. Alors, il faut également tenir compte que nous sommes à 80 millions d'habitants en RDC. À Kinshasa, ça fait 12 millions d'habitants. Donc, si tu vends un produit d'$1 à tous les Quinois, par exemple, du coup, tu as 12 millions de dollars à la fin du mois ou bien à la fin d'une certaine période. Donc, tu peux facilement devenir millionnaire si tu as le bon produit, si tu as le bon placement, si tu as la bonne stratégie. Donc, ça peut marcher. Alors, ce sont des choses que les autres nationalités ont compris, comme les Indiens, les Pakistanais, les Libanais, ils viennent avec du stock ici, qui revendent à 2-3 $, et du coup, ils en vendent 1 million de pièces, 2 millions de pièces, et donc, 3 ans après, ils repartent d'ici avec des millions en sac, quoi. Alors que nous, ça fait plus de 30 ans qu'on est ici, quoi. Ça fait plus de 30 ans qu'on est en RDC. On n'est pas millionnaires, mon cher. Donc, en 30 ans, qu'est-ce que nous n'avons pas vu qu'eux, ils voient, quoi. J'ai fait une analyse récemment sur pourquoi c'est les plus puissants dans notre pays. Une des raisons que j'ai trouvées, c'est qu'ils sont allés au plus bas de l'économie. Ils se sont dit comment répondre aux besoins primaires. Ça veut dire le besoin de se nourrir, peut-être le besoin de se vêtir, les produits cosmétiques, c'est la nourriture, ils sont que dans ça. Aucun Chinois ne va ouvrir une agence de communication, alors que peut-être que nous, les Congolais, c'est peut-être notre culture de vouloir l'excellence, de vouloir ce qui brille. Donc c'est plus intéressant d'avoir une belle entreprise dans les bureaux sur le boulevard du 30 juin, même si ça ne te fait pas gagner suffisamment, tant que ça te donne ce semblant de gloire, plutôt que d'avoir un bureau à Gambela et que tu touches que chaque jour tu reçois en billet de 100 francs, de recevoir 1 million de francs chaque jour comme ça. En fait, eux, ils font vraiment le commerce basique. Parce que quand tu fais le commerce, tu dois comprendre que chaque être humain, chaque être vivant a besoin de l'avoir et de l'être. Donc il a besoin d'être bien habillé, il a besoin d'être bien parfumé, il a besoin d'avoir une maison, il a besoin d'avoir de quoi manger. Donc le deux besoins, quand tu sais remplir les deux besoins pour le maximum d'individus possible, ben, tu es riche, quoi. Alors eux, ils se basent sur ça. Donc ils font en sorte de couvrir le maximum de besoins d'être et le maximum de besoins d'avoir des Congolais. Alors, c'est que nous, les Congolais, ne comprenons pas, il y a deux formes de business. Il y a les business viables et les business rêvés. Dans les business viables, on s'attaque aux produits les plus basiques. Les produits qui ne font pas de pub, comme le sel par exemple, ça ne fait pas de pub. Le ciment, on en fait de pub, mais non, mais au fond, le ciment ne fait pas de pub. L'eau ne fait pas de pub. Ce sont les produits les plus basiques et chaque être humain a besoin de boire de l'eau chaque jour, de mettre du sel dans sa nourriture chaque jour. Ça sont les business viables parce qu'on sait qu'on va vendre. On va vendre. Qu'on crie ou qu'on crie pas, on va vendre. Mais il y a également des business rêvés. Les business rêvés, c'est quand tu veux digitaliser un certain processus d'achat de tableaux par exemple, de lampes, quand tu veux créer une agence corp, quand tu veux créer ceci, tu veux créer cela. Ça sont des business rêvés. Il faut être équilibré dans les deux. Quand tu es entrepreneur, tu dois avoir un business ou des business viables. Et tu dois avoir des business rêvés aussi. De telle manière que les business viables te permettent de supporter les business rêvés dans une certaine périodicité. Sinon tu t'essouffles. Sinon tu meurs, quoi. Parce que les business rêvés te permettent au bout de 5 ans de devenir millionnaire. Mais les business viables te permettent de vivre les 5 ans sans disette. Il faut, dans les business viables, savoir répondre aux besoins d'être et aux besoins d'avoir à un maximum de gens possible. Si tu sais répondre à ça, tu as construit ton système. Je crois personnellement de l'expérience que moi j'ai faite qu'on est dans le système le plus dur au monde, surtout pour les entrepreneurs. Et je dis toujours que si tu réussis à Kin,
Il n'y a pas un endroit au monde où tu ne peux pas réussir parce que la manière dont ça t'a guéri, bon, peut-être que ça nous déforme aussi ce système, hein, mais c'est quoi les difficultés que tu rencontres le plus dans le domaine? Il y a d'abord le fait que quand tu as un business rêvé, par exemple comme moi, avec eMart, eShop ou eMall, tu as un manque d'éducation de la population ou de la clientèle. Je donne l'exemple de la vente des oignons sur Internet, par exemple. Ouais. Je vends des oignons sur Internet que je livre à domicile. Pour faire passer ces concepts-là à une ménagère que tu peux ne pas te déplacer, commander via ton téléphone et recevoir ton produit au bout d'1 heure ou de 2 heures à ta porte, il faut vraiment lui faire comprendre que ce n'est pas un rêve, quoi. C'est réalisable. Tu peux le faire, tu peux tester. Pour moi, par exemple, avec les business rêvés que j'ai, je dois me battre pour créer cette confiance dans la tête des gens, pour imposer cette éducation-là dans la tête de ma clientèle. En fait, tu as un peu la malchance d'avoir été le premier. Tous ceux qui viendront après toi ils vont venir juste simplement vendre parce que tout le monde saura que ce procédé fonctionne, qu'on peut aujourd'hui acheter des oignons de son téléphone. Tu as aussi le concept le client est roi qui est un peu abusé ici en RDC. Quand tu lui dis, bon ok, je te livre, tu as commandé à 8h juste, je te livre à 9h30, les clients te disent non, c'est moi qui décide, tu me livres à 9h juste. Alors toi, tu calcules comment faire en sorte de le livrer à 9h juste parce qu'il est roi. Tu vois, donc ils ne comprennent pas qu'il y a des aléas qu'il faut respecter, c'est un processus, il y a des embouteillages sûrement, il y a des roulages par-ci, par-là. Les roulages, la DGI, la DGM, ainsi de suite, ce ne sont pas des systèmes qui ont été bâtis pour décourager les entrepreneurs. Mais simplement, ce sont des systèmes qui n'ont pas migré vers le monde actuel de l'économie. Ils n'ont pas migré, du coup, ils sont encore des freins pour le développement de l'entrepreneuriat version 2.0 en RDC. Eux, ils sont restés dans la vieille méthode où on faisait des choses à l'artisanal, où il fallait passer une main sous la table, où il fallait appeler pour qu'il vienne imposer sa signature, alors que tout peut être digitalisé. Et comment contourner ces systèmes-là? Comment contourner ces systèmes-là? Les Indiens, les Libanais, les Pakistanais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un réseau, des influenceurs derrière, des gens qui sont au pouvoir, des gens qui ont un peu la main mise sur certaines personnes, pour faire en sorte que ils payent par-ci, ils payent par-là chaque mois, chaque fin de mois, et on les laisse tranquilles pendant tout le mois. Mais nous, Congolais, nous savons que nous ne pouvons pas payer ça. Déjà, c'est de la corruption. Nous sommes contre la corruption. Comment faire? Il faut se mettre au pas. Il faut bien structurer ces choses. Il faut avoir ces documents le plus légal possible au bon endroit. Il faut avoir des comptes bancaires comme il le faut. Il faut faire ses business comme il le faut. Mais il faut également être dans un mode catch me if you can, quoi. Donc attrape-moi si tu peux, quoi. Parce que sinon tu peux pas survivre dans ces mondes. Parce que même quand tu respectes les normes, le système est tellement pourri à un certain niveau que il va. Tu vois, le but c'est qu'il devrait prendre la main qui correspond. Hein, je te donne un exemple avec la TVA. La main correspond à 16% de ton corps. Mais dès que tu donnes 16%, ils vont s'arranger pour en avoir un peu plus, pour prendre le bras. Et c'est ça qui est dommage parce que d'un autre côté, le système bancaire n'est pas là pour aider les entrepreneurs. Il fonctionne, moi je dis qu'il fonctionne un peu comme des prêteurs sur gage. Il faut comprendre les banques, les banques ne financent pas les individus. Les banques financent les systèmes. Oui. Donc un banquier, quand tu vas lui demander de l'argent, il imagine si toi tu quittais le système, si toi tu quittais l'entreprise, est-ce que ça sera encore viable? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va fonctionner? La plupart des entrepreneurs ici au Congo sont des auto-entrepreneurs. Oui. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas là, tout est down, quoi. Alors la banque ne peut pas miser sur ces risques-là. La banque a besoin de savoir que même quand tu n'es pas là, le système continue et lui, elle sait récupérer son argent. Mais nos entreprises sont trop unicellulaires, elles dépendent trop d'une personne qui, le jour où il tombe malade, elle produit moins bien, moins... On les voit avec des grands supermarchés que nous avions à l'époque. Les supermarchés congolais que nous avions à l'époque, le père décédé... plus rien ne va, quoi. Et c'est bien que tu mentionnes ça. J'ai eu une réflexion l'autre jour, je passais sur le boulevard, voir comment Pelou Store est fermé aujourd'hui. À un moment, c'était resté le seul, entre guillemets, supermarché congolais. Mais il n'y a eu aucun élan quand on a vu que Pelou Store était en perte de vitesse. Il n'y a eu aucun élan de solidarité des Congolais de se dire allons tous acheter chez Pelou Store parce que c'est nous, ça nous appartient, ça crée des emplois congolais. Ça... Oui, mais regarde. Est-ce que Pelou Store d'abord était un supermarché pour les Congolais?
On connaît tous le prix des Pays de Store. Les Congolais, ils allaient ailleurs, ils allaient à SK, Kid Marché et autres. Pays de Store, c'était pour les nantis, pour les blancs et tout. Voilà. Les blancs ne peuvent pas soutenir ça, les nantis, ils s'en foutent, et même ils créent leur supermarché. Donc ça n'a pas marché parce que Pays de Store n'était pas vraiment pour la population. Alors la population n'a pas pris ça comme combat personnel. Mais aussi, il y a aussi un aspect, c'est vrai, quand nos parents entrepreneurs ont bâti leur entreprise, ils ont envoyé leurs enfants en Europe aller étudier aux États-Unis, leurs enfants ont fait des grandes écoles, Oxford, Harvard et tout ça. Mais au Congo, il y a un système propre qu'il faut comprendre quand tu reviens faire du business. Donc quand tu as étudié à Oxford, quand tu as étudié à Harvard et que tu descends sur Kinshasa, ce n'est pas rassuré que tu vas réussir parce que Kinshasa a une certaine particularité. Tout ce qui devait être force et faiblesse à Kinshasa, tout ce qui devait être faiblesse et force à Kinshasa. Il n'y a aucune règle. Moi, par exemple, j'adore le marketing, c'est mon domaine de prédilection. Tous les concepts marketing, toutes les règles marketing qu'on a appris ne s'appliquent presque pas. Ou c'est l'inverse, comme tu dis, où le quinoa est tellement changeant. Autant qu'il peut décider que pendant ce mois-ci, ils vont tous aller au Kouilou Bar, autant que le mois d'après, ils peuvent décider que ce n'est plus un endroit bien pour eux. Et tu vois, donc tout est aléatoire avec le quinoa. Alors que toi, si avec tes notions d'Oxford, tu es rassuré de tes projections, là, tu es foutu. Il faut avoir vécu à Kinshasa pour bien comprendre Kin. Kin, vraiment, il faut l'étudier de l'intérieur, quoi. Tu veux sortir de Kin, tu vois, il faut y entrer d'abord. Il faut connaître le système, il faut entrer dans le système. Raison pour laquelle la plupart de Congolais de la diaspora qui reviennent pour bâtir leur entreprise ici, la plupart échouent et puis ils repartent 2 ans après, 3 ans après. Moi, j'ai connu des supermarchés en ligne, par exemple, qui sont revenus ici, des gens qui sont venus ici avec $200,000, avec $60,000, qui ont voulu créer des e-commerce ici en RDC. Au bout de 2 ans, ils sont repartis main vide, ils ont tout laissé ici, tout claqué. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas... C'est pas forcément une étude de faisabilité, c'est pas forcément une étude du milieu et tout ça, mais il faut être sur Kinshasa pour comprendre Kin. On a tendance à... Surtout quand on vient de l'étranger ou quand on y va souvent, on a tendance à revenir frais d'idées, d'énergie. On a vu quelque chose aux États-Unis, on se dit mais ça, il n'y a pas à Kin. On a juste envie de le copier, le coller à Kin. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Il y a quelqu'un qui a eu une réflexion une fois qui m'a dit on a 12 millions de quinoa, c'est 12 millions de vendeurs. Si tu remarques bien, tout le monde vend quelque chose à Kin. Que ce soit sur Facebook, mais déjà toutes les maisons écrivent on vend de la bière, on vend du poisson. Tout le monde vend quelque chose. On est quand même une société de commerçants ou de vendeurs. Mais est-ce que tu crois qu'on a une bonne culture qui s'adapte à l'entrepreneuriat ou au modèle d'entrepreneuriat qui va avec l'évolution de notre société? Est-ce que les Quinois sont des entrepreneurs dans l'âme? Je te dis, si les Quinois n'étaient pas des entrepreneurs, on aurait fermé boutique depuis longtemps. Parce que le secteur public ne marche plus. Toutes les entreprises publiques ont des mois d'arriérés de salaire. Les fonctionnaires n'en parlent même pas, les soldats n'en parlent pas. C'est les casiers de bière vendus, c'est des épices vendues au coin qui font en sorte qu'il y ait de l'argent qui tourne. Donc c'est vrai que c'est pas forcément de l'entrepreneuriat version 2.0, mais c'est quand même de l'entrepreneuriat, c'est de l'auto-entrepreneuriat parce que c'est la même maman qui vient avec ses sacs de plateau de batéké, qui vient revendre. Alors, avec cet argent, elle paye les frais académiques ou bien scolaires de ses enfants. Si elle ne le fait pas, elle est foutue, ses enfants sont foutus. Donc, et ce système-là existe depuis longtemps. Moi, je connais des mamans qui vendent des cacahuètes pendant 20 ans. Aujourd'hui, elles vendent la même quantité de cacahuètes. Elle est au même coin avec presque la même table. Et c'est grâce à ça qu'elle vit. L'État ne fout rien pour elle. Oui. Elle n'attend rien de l'État. C'est ce système-là qui maintient quand même 60% des familles en RDC. C'est de la survie, comme tu as dit, de l'auto-entrepreneuriat, c'est vrai. Parce que ce que je trouve dommage, dans même l'exemple que tu viens de donner, c'est que cette maman qui a fait 20 ans, mais c'est au même endroit, en train de vendre des cacahuètes de la même façon, en tenant le même discours, ne s'est jamais dit que si je poussais ma table de 10 mètres, parce que là c'est l'entrée de l'avenue, il y a plus de gens qui circulent par là, je pourrais gagner plus, ou je pourrais gagner différemment. Il faut comprendre ça d'une autre manière en fait. L'entrepreneuriat de survie n'accepte pas les risques. De placer cette table-là pour la mettre 10 mètres, pour la poser 10 mètres après, c'est un risque pour elle. Parce qu'elle peut revenir et elle perd sa place. Voilà. Donc c'est un risque pour elle. Tant que ça marche, tant que ça lui donne 100 francs à la fin de la journée,
Elle n'a pas besoin de risquer sa place, de risquer son business. C'est ça, nous, les entrepreneurs 2.0 actuellement, qui risquons tout. Tu vends ta voiture parce que tu as un business qui doit marcher normalement demain, et puis demain, ça ne marche pas. Tu fais le pied, tu dis, OK, je recommence au bout de 2 ans encore. Ça va marcher peut-être. Ces risques-là, c'est nous qui avons ce sens de risque-là. Raison pour laquelle les bons entrepreneurs, actuellement, moi je me dis, les bons entrepreneurs actuellement, ça doit être des jeunes. Le jeune, il est encore frais, il n'a pas de charge. Il n'a pas de dogme dans sa tête. Ils n'ont pas la même pression que nos parents, par exemple. Et au-delà de ça, ils ont Facebook qui existe, ils ont WhatsApp qui existe. Les jeunes savent atteindre le maximum de gens possible. Par exemple, laquelle tu vois tous ces jeunes-là qui vendent sur Facebook, les mêmes choses pratiquement, mais tout le monde le vend. Et ces jeunes aussi, ils ont la facilité d'apprendre. Ils ont la facilité d'oser. Il y a quelque chose quand même que... C'est une expérience personnelle que j'ai faite. Moi, j'ai grandi à Lubumbashi, mon enfance. Hein. Et quand on est arrivé à Kinshasa, la première chose qui m'a frappé à l'école, c'était que à Lubumbashi, quand il pleut, un jour de pluie, on met des bottes, on met un imperméable et on va à l'école. On arrive à Kinshasa, dès qu'il menace de pleuvoir à 6h30, tu sais que tu n'as pas école. C'est férié aujourd'hui. Et ça, je l'ai vu après en grandissant aussi, même dans le système professionnel. Et ça fait que la ponctualité, on ne la respecte pas ici. Quelqu'un peut avoir, pendant 6 mois, cherché à rencontrer le DG d'une grosse boîte. Et il obtient un rendez-vous aujourd'hui. Et il se met à pleuvoir, il commence à douter de s'il va aller au rendez-vous ou pas. Donc j'ai l'impression que cette culture, que j'ai remarqué moi à Kin, cette culture de la facilité, hein, c'est un peu la culture Wenge, tu vois, de la facilité, elle est tellement ancrée que même si chez ces jeunes-là, par exemple, aujourd'hui, ils veulent être payés, ils ne veulent pas forcément produire ou travailler ou apprendre. Ils ne sont pas prêts à prendre le temps d'apprentissage. Parce que le temps d'apprentissage, ça veut dire, par exemple, ne pas être payé pendant 1 année parce que tu veux faire ce boulot pour apprendre à le faire. Moi, à un moment, je m'étais donné un objectif. Je cherchais du boulot, ça ne marchait pas. J'ai changé de stratégie. J'ai commencé à faire des demandes d'emploi, mais où je précisais que je ne voulais pas être payé. Parce que je me dis, bon, le même poste, s'ils me disent qu'il n'y a pas d'argent pour moi, gratuitement, ils vont me prendre. Ça fait que j'ai commencé à remplir un peu mon CV de boulot fait gratuit. Mais après, quand tu vas présenter ce CV, tu ne vas pas dire qu'on ne m'avait pas payé. Tu dis juste que j'ai été le responsable de communication, ou j'ai fait ça, j'ai eu tel accomplissement. C'est parce que j'avais un plan. Tu vois, j'avais ce plan, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la marge de progression, elle est faible parce qu'ils sont fermés. Bon, c'est pas totalement de leur faute parce qu'ils n'ont pas de modèle. Quel est le modèle congolais actuellement? Quel est le modèle de jeunes actuellement? Regardez ça. Okay. Il y a les musiciens, il y a les footballeurs, il y a les politiques. Les musiciens, les footballeurs, ils ratent tous les grands rendez-vous. Et la politique, ça fait 3 ans qu'on rate le grand rendez-vous de la... Tu vois, rien n'est respecté, quoi. Et c'est ça le modèle congolais. Quand le jeune grandit, il grandit avec ça. Ça fait autant d'années qu'on a le président, ça fait autant d'années qu'on a le même musicien, ça fait autant d'années qu'on a les mêmes footballeurs. Autant d'années d'inspiration de ce modèle-là qui ne marche pas. Donc du coup, dans sa tête, c'est ancré que bon, même si je pars 2 heures après mon rendez-vous, il va me recevoir de toute façon, le pays va mal. Le modèle occidental est malheureusement trop loin de notre réalité. Peut-être que nous, on a eu de la chance à l'époque d'avoir été inspirés par des gars comme les Abraham Lincoln ou bien je sais pas moi, que ce soit les grandes personnalités, les grands personnages occidentaux. Mais aujourd'hui, je crois que on ne s'identifie plus forcément à eux. Le jeune de Kin de 14 ans ne veut pas ressembler à Denzel Washington. Et comme tu dis, son horizon s'assombrit parce qu'il peut ressembler à personne, parce qu'il n'y a plus personne devant lui. Et c'est dommage, mais je crois que le système éducatif joue aussi pour beaucoup dans l'orientation. Moi, j'ai fini par exemple au collège Bonsomi, un collège jésuite, où tout était nickel. Ouais. Tu devais bien étudier pour réussir, tes points sont tes points, tout marche normalement, tout est bien organisé. Tu arrives à l'université, le premier jour, on t'apprend à corrompre. Et c'était imposé à tous les étudiants, le franc commun pour toutes les universités. Donc quand tu sors de là, 5 ans d'apprentissage en corruption et que tu sortes de l'université, ben, la corruption pour toi c'est la moindre des choses, quoi. C'est la norme en fait. Ne pas corrompre est devenu l'exception. Ouais. C'est carrément l'université qui a changé notre façon de penser. Et de la même façon avec l'entrepreneuriat. Quand on était à l'école, on vendait des biscuits, on vendait des billes, on vendait des stylos, on vendait des bonbons.
Tu vois, c'est une façon d'entreprendre, quoi. Ça me permettait d'avoir de l'argent pour appâter les filles et tout ça. Mais tu arrives à l'université, tout ça part, tu rêves plutôt d'un modèle salarié, tu rêves de faire OCC, tu rêves de faire Robank, tu rêves de faire RVA, tu rêves de faire Vodacom. Du coup, tu perds carrément tout le réflexe que tu avais à vendre des biscuits. Et moi, j'ai un point de vue sur l'université, c'est que l'université est censée préparer le jeune qui a fini l'école au monde professionnel qui viendrait après l'université. C'est la transition entre l'école et le monde réel. Mais l'université est en train de continuer le système de l'école. C'est de la théorie, c'est beaucoup de généralité, pas assez de spécialisation. Les étudiants n'ont pas de temps, ils étudient de 8h à 19h parfois. Ils n'ont pas le temps d'avoir peut-être un job qui leur permet de financer leur fac. Ils n'ont pas le temps d'entreprendre. En fait, ce à quoi l'université devrait les préparer, complètement zappé à l'université. Résultat, ils sortent après 5 ans d'université et au fond, ils sont au même point. Et ils sont un peu plus grillés maintenant parce qu'ils sont 5 ans plus vieux. Et ils sont toujours obsolètes pour le monde de l'emploi. Ils vont devoir tout apprendre quand ils vont trouver un boulot. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines universités qui essaient de résoudre le problème, mais ça reste quand même la grande faiblesse de nos universités à Kinshasa ou en RDC. Nous continuons dans la théorie. Moi, par exemple, j'ai claqué la porte de la première génie là où j'étais, à l'université où j'ai étudié. J'ai claqué la porte, pourquoi? Parce que c'était le même système qui continuait, quoi, la même théorie qui continuait. Moi, je faisais le génie informatique, c'était vraiment la même théorie, quoi. J'ai tout claqué, je suis allé sur le site du zéro.com, j'ai tout appris. Et du coup, voilà, je suis devenu expert dans un certain domaine. Ouais, donc j'ai tout appris sur Internet, alors que je passais toute ma vie à l'université où je n'apprenais rien que de la théorie. Et surtout, on est à l'ère de l'information. Internet existe. Je veux dire, les parents ou l'ancienne génération a beau avoir l'impression que ce n'est que mal pour la jeunesse et pour les générations futures, mais il y a tout sur Internet. On peut apprendre une nouvelle langue, on peut apprendre une nouvelle compétence, on peut apprendre un nouveau sport, on peut tout apprendre tout seul et c'est disponible. Et le système éducatif marche encore sur, par exemple, la mémorisation. Tu dois retenir, moi je me rappelle ça m'a marqué à vie, au cours de géographie, comment on retenait le nombre de précipitations annuelles au Brésil. Je veux dire, dans la vie réelle, tu n'as pas besoin de savoir, surtout que c'est des données qui vont changer. L'université est encore basée sur la mémorisation. C'est que je réussis si je répète la phrase exactement comme le prof l'avait dite. On ne nous pousse pas à réfléchir par nous-mêmes, on ne nous pousse pas à prendre des initiatives. On est formé à être des perroquets dans un monde qui n'a plus besoin de ça. Coupé.